en passant par Lévi, Musso, etc. Et qui vont un peu reprendre, les mêmes schémas, ça va être d'une manière redondante, c'est toujours les mêmes schémas qui reviennent, et qui vont véhiculer un peu une vision fantasmatique. Je vais prendre deux exemples très rapidement, enfin je vais essayer de faire ça très rapidement, pour dégager le schéma que j'ai voulu reprendre afin de mieux le subvertir. Le premier, c'est 11 minutes de Coelho. Qui l'a lu? Levez les mains. Moi, moi, je suis obligé, je suis libraire. Hein. Alors, dans 11 minutes, vous avez l'histoire d'une jeune fille d'extraction populaire qui va quitter la maison, qui va s'enfuir de la maison parce que son père, Zama, est trop archaïque. Pourquoi il est trop archaïque? Parce qu'il la surprend une fois en train de se faire plaisir toute seule, il lui met une barre, donc voilà. Voilà la mesure de l'archaïsme. Elle va quitter la maison pour faire quoi? Comment elle va gagner sa vie? Elle va se prostituer. C'est-à-dire que le roman va nous raconter la conversion la plus brutale et la plus sordide à la société marchande et à la marchandisation du désir. Sauf que normalement, un grand roman devrait nous montrer tout ce qu'il y a justement de sordide, de brutal dans ce milieu-là. Or, dans le roman, c'est magnifique. J'aurais été une nana, je me serais dit, ah ben tiens, peut-être que je vais m'y mettre moi aussi, si on s'éclate à ce point-là. C'est-à-dire, elle s'éclate. Elle découvre le SM avec un client. Et elle s'éclate, c'est magnifique le SM. Et à la fin du roman, elle va rencontrer ce que j'appelle l'artiste, je ne sais pas ce que j'ai. L'artiste écorché vif, l'artiste rebelle, mais rebelle sans cause, on ne sait pas comment. Et donc, c'est dans un aéroport, si je me souviens bien, elle va sortir et l'artiste va aller vers elle et elle va lui dire, de but en blanc, j'ai envie de vous plaindre. Alors les mecs, essayez de vous imaginer ça. On va aborder Nana dans la rue, j'ai envie de vous plaindre. On est bon pour les filles. Et elle, bien sûr, débordante d'ingénuité, elle va lui dire, mais pourquoi tu as envie de me plaindre? Et il va lui dire, et c'est là où Coelho est magnifique, il va dire, parce que j'ai vu ta lumière. Alors on peut comprendre deux choses de cette réplique. Soit que l'héroïne du livre est phosphorescente, soit que en fait Coelho, inconsciemment ou pas, je ne sais pas, il faudra lui demander, véhicule un certain essentialisme. C'est-à-dire que dans l'être humain, il y a une essence immuable qui relève de l'antéprédicatif, c'est-à-dire d'avant la praxis, d'avant le rapport avec le monde extérieur, et qui est intouchable. Et quels que soient les choix que nous ferons dans la vie, quels que soient nos choix, quelle que soit la conversion la plus sordide qui soit à la société marchande, cette lumière-là va rester intacte. Et celui qui va réussir à l'apercevoir, c'est l'artiste, je ne sais pas ce que j'ai, c'est-à-dire la fabrication par excellence de la société du spectacle. Et donc finalement, cet amour guimauve, cet amour fantasmatique va venir tout racheter. C'est-à-dire que dans le cas où, même malgré la description fantasmatique de la prostitution, vous n'êtes toujours pas convaincu que c'est génial, sachez qu'il y a toujours moyen de se racheter in extremis grâce à l'amour, grâce à l'érotico-guimauve, pardon, qui sauve tout. Le deuxième exemple, et je vais synthétiser ensuite, c'est 50 millions d'indécilité, qui a fait quand même 40 millions de ventes, rien qu'en papier, sans compter le PDF, etc. Où là, on retrouve ce que René Girard appelait le désir mimétique. C'est-à-dire que vous avez toujours l'écorché vif, qui est en même temps artiste, il joue du piano, c'est mignon, etc. Et vous avez la jeune fille rangée, toujours innocente et pure, qui va lui rappeler justement son innocence perdue. Ah, Simone de Beauvoir. Hein. Justement, c'est Simone de Beauvoir qui utilise ce terme, c'est pour ça que je le reprends. Voilà, exactement. Et au départ, ils se mettent en couple, et bon, comme lui, il est sadique, donc il va lui mettre des raclées de temps en temps, elle va en avoir marre, donc elle va lui dire, va te faire voir. Et puis ils vont se remettre ensemble et il va lui parler d'une vieille relation qu'il avait auparavant. Et c'est là que va jouer le désir mimétique. C'est-à-dire que pour le reconquérir, et pour qu'il ne retourne pas dans les bras de la femme fatale, elle va finalement accepter de se convertir de plus en plus. Elle va faire de plus en plus de concessions à la névrose de son chéri. Et lui, c'est-à-dire en contrepartie, va faire des concessions à ses conceptions un peu guimauves, et tout est bien qui finit bien, etc. C'est-à-dire, on a toujours ce que Monterland appelait l'échappée de ciel bleu, l'érotico-guimauve qui vient tout sauver. Donc, de l'observation de ces romans de gare, j'ai dégagé un des schémas typiques, qui est le triangle amoureux, où on a justement l'artiste, je ne sais pas ce que je dis, on a la jeune fille rangée, la jeune fille pure, qui va incarner un peu la transcendance, et on a la vampe, la femme fatale, qui va au contraire incarner la transgression. Et on va voir comment la jeune fille rangée, pour reconquérir l'artiste, je ne sais pas ce que j'ai, va procéder par mimétisme vis-à-vis de la vente et va finalement se convertir à ses comportements de consommation pour incarner la femme moderne, qui n'a de moderne justement que ses comportements de consommation et qui est dans un rapport complètement fantasmatique. Arrivé à ce degré d'observation-là, et je vais conclure, enfin, je me suis dit, bon, je vais faire une caricature de ça. Et là, je me suis retrouvé devant un problème.
comment faire la caricature de ce qui est déjà en soi, on ne peut plus caricaturer. Comment caricaturer j'ai vu ta lumière. Comment caricaturer oh oui, Yana, donne-moi tout. Donc, du coup, finalement, j'ai procédé par l'inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de caricaturer, j'ai sublimé. J'ai repris les mêmes codes, mais je les ai complètement subvertis. Donc, l'artiste, je ne sais pas ce que j'ai, j'en ai fait un intellectuel qui a une certaine épaisseur. La jeune fille rangée dans les romans de gare, c'est l'ectoplasme par excellence. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit un personnage d'une vacuité vertigineuse afin que la première venue puisse s'y identifier. Au contraire, moi, j'ai essayé de lui donner de l'épaisseur. C'est une jeune fille cultivée qui en a un peu dans le ciboulot, etc. Et la vampe, la femme fatale, dans le roman de gare, c'est toujours celle qui doit incarner un peu le fantasme. Or, moi, j'en ai fait une gourde que personne ne voudra imiter, pour casser complètement cette thématique-là. Elle s'appelle Iman, hein, la gourde. Pas vrai pour les imams. Ça, c'est une vanne pour une imam qui est là. Je ne sais pas. Voilà. J'y arrive. Et donc, cette trame-là me sert de prétexte finalement pour analyser deux choses qui se retrouvent dans Kluskar, dans Debord, dans Marx et dans Le Grand. Avec ta permission, explique un peu Kluskar. Parce que je suis sûr que les gens vont découvrir ce Je vais y genre. arriver. Ça va les... Justement. Et dans l'immense Lukács aussi, dans l'histoire des consciences de classe, sur le chapitre de la réification. Donc, ça me permet d'exposer de manière subtile et en filigrane les deux principales caractéristiques, selon tous ces auteurs et Kluskar en particulier, de la société moderne, à savoir la réification généralisée, c'est-à-dire la transformation de l'ensemble des rapports sociaux en choses, et donc en marchandises, et la société de la névrose généralisée. La société moderne est d'abord une société histrionique, c'est-à-dire qui est en constante mise en spectacle d'elle-même, voilà, théâtrale, et donc c'est une société narcissique, c'est une société schizophrène, c'est une société paranoïaque, et c'est une société de la névrose compulsive dans la consommation. Et donc voilà, cette trilogie, ce triangle amoureux me sert de prétexte à la fois pour dégommer ces romans de gare, qui sont autant de lobotomies sur papier, et en même temps pour essayer de produire un peu une réflexion et servir de passerelle, parce que j'ai envie de dire, j'ai un peu la prétention d'avoir fait un essai romancé, pour servir de passerelle entre ces grands auteurs, entre Kluskar, Debord, Marx, etc., et les romans, le monde romanesque, qui est dominé par ces auteurs qui ne produisent pas la moindre goutte de concept. Et lorsque les auteurs, au contraire, font de la sociologie, on leur reproche d'être un peu lourd, d'être trop grave, qu'ils n'osent quand on dit, bon, on a la révolution, on a des signes noirs, on veut un peu de légèreté, etc. Or, moi, j'ai voulu justement reprendre la fameuse phrase de Kluskar, l'anodin est révélateur du sérieux. Donc, j'ai essayé de produire, à travers un schéma anodin, une réflexion un peu simple. Voilà, je vais conclure sur ça. J'ai plus de questions, il a tout dit. Hein. Alors, maintenant, merci. Pour revenir à la genèse de ton roman, quand tu as reçu ton prix, deuxième prix, tu as l'image, c'est ça? Tout à fait, oui. Le principe de ce prix, c'est quoi? C'est un manuscrit.